Bonsoir à toutes et à tous, chers responsables d'associations de donneurs de sang, chers donneurs et chers collègues de l'EFS Grand Est. En tant que directeur de l'établissement français du sang Grand Est, je suis très heureux de vous accueillir à ce premier séminaire virtuel de la région consacré au don du plasma. En plus de la collecte de sang traditionnelle, le prélèvement de plasma est désormais notre cœur de métier et notre enjeu de demain. En effet, en plus de pouvoir être transfusé comme les autres produits sanguins labiles, le plasma, partie liquide du sang contenant les cellules et des protéines, peut également servir de matière première pour la fabrication de médicaments dérivés du sang par extraction de ces protéines. Ce sont ces besoins-là qui sont en augmentation à l'échelle mondiale. Ce sont ces besoins qui nous amènent à créer un nouvel élan pour le don du plasma. Ce soir, plusieurs intervenants vont se succéder pour vous présenter cette problématique. Tout d'abord, le Dr Catherine Umbrecht, directrice médicale de l'établissement français du sang Grand Est, qui va nous rappeler quels sont ses besoins aujourd'hui en médicaments et leur évolution prévue. Puis, le professeur Catherine Paillard, pédiatre, oncohématologue, va nous expliquer à quoi servent les médicaments dérivés du plasma. Le docteur Christophe Forny, responsable adjoint des prélèvements au Grand Est, va lui nous rappeler ce qu'est un don de plasma et ses règles. Nous aurons également le témoignage de patients soignés avec des médicaments dérivés du plasma, ainsi que le témoignage de donneurs de plasma. Le programme est chargé, donc sans attendre, je vais transmettre la parole à Catherine Umbrecht. Catherine, à toi. Merci, monsieur le directeur. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers donneurs. On m'a demandé de vous présenter en un petit quart d'heure à quoi sert le plasma, ce qu'est le plasma, en quoi consiste la transformation du plasma en médicaments et quels sont les enjeux qui tournent autour de ces médicaments dérivés du plasma. Alors pour commencer déjà à parler de ce qu'est le plasma, c'est tout d'abord l'élément majoritaire du sang. Sur 1 litre de sang, 50% de ce volume est représenté par le plasma. Et le plasma doit être considéré comme un véhicule qui va transporter des plaquettes qui servent à arrêter les hémorragies, des globules rouges qui servent à transporter l'oxygène et des globules blancs qui nous défendent contre les infections. Et ces cellules sanguines flottent à l'intérieur du plasma. Et si on centrifuge le plasma, les éléments les plus lourds vont tomber au fond, ça va être les globules rouges, et puis les éléments les plus légers vont surnager, ça va être le plasma. C'est vraiment l'élément le plus léger. Alors de quoi est-il composé ce plasma? Ce plasma est composé majoritairement d'eau, à 90% c'est de l'eau, qui contient également des minéraux comme le sodium ou le calcium, des nutriments qui proviennent de notre digestion, donc on va parler là de sucre, de graisse ou de protéines issues de la digestion, mais également de vitamines qui vont fournir de l'énergie à nos organes, et enfin une centaine de protéines qui sont fabriquées par le foie, donc qui ne proviennent pas directement de la digestion, mais qui sont fabriquées directement par notre foie, et une vingtaine d'entre elles, de ces protéines fabriquées par le foie, a une application dans la prise en charge de certains patients. Alors, on va passer à la suivante. Voilà, donc il y a en fait 3 filières qui permettent aux établissements de santé, donc aux pharmacies des hôpitaux, de s'approvisionner en médicaments dérivés du plasma. Celle que vous connaissez peut-être le mieux, c'est celle qui provient d'un don de sang, qui est pratiqué en France par l'établissement français du sang. Un don de sang va être ensuite séparé en 3 types de produits au laboratoire de préparation de l'établissement français du sang. Donc on va séparer les globules rouges d'un côté, les plaquettes de l'autre et une poche de plasma qui va être congelée et qui peut alors être utilisé directement dans les hôpitaux pour la transfusion ou être transféré dans un laboratoire de fractionnement qui est le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. La deuxième filière, c'est celle du don de plasma directement. Donc en France, vous pouvez aussi donner votre plasma et seulement le plasma. Et ce plasma peut alors rejoindre soit la filière de transfusion à l'hôpital, soit le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Ce LFB
donc le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, est une entreprise tout aussi publique qu'est l'établissement français du sang, et c'est lui qui va fractionner tout le plasma fractionnable prélevé en France. La troisième filière est celle du prélèvement de plasma à l'étranger, donc à l'étranger, sur toute la planète, préférentiellement aux États-Unis, on en parlera tout à l'heure. Ce plasma peut également être fractionné par d'autres industriels du plasma, donc d'autres acteurs de l'industrie pharmaceutique hors LFB, mais les établissements de santé peuvent également s'approvisionner chez ces fractionneurs. La différence fondamentale d'un point de vue éthique entre la filière étrangère et la filière française, c'est qu'à l'étranger, les donneurs de plasma peuvent être rémunérés, alors que vous savez qu'en France, depuis 1952, le don est bénévole et c'est inscrit dans la loi. Donc, en termes d'autosuffisance, la filière qui provient du don de sang, nous sommes autosuffisants en France pour les globules rouges et pour les plaquettes. Par contre, nous ne sommes pas autosuffisants pour la production de médicaments dérivés du sang à partir de plasma. Nous en importons une majorité pour les établissements de santé français. Alors, qu'est-ce que le fractionnement? Qu'est-ce que le fractionnement des protéines du plasma? Eh bien, il s'agit d'un procédé d'industrie pharmaceutique qui va mener à mélanger plusieurs centaines de poches de plasma issues de plusieurs centaines de donneurs différents. Et par des procédés chimiques ou physiques, on va en fait réussir à isoler les protéines qu'on veut transformer en médicaments. Donc, on va maintenant les dérouler ensemble. La première d'entre elles, c'est l'albumine. L'albumine, qui est la protéine majoritaire de notre plasma, quand on la regarde de près, elle a une petite forme de papillon et elle va se présenter sous forme de médicament dans un flacon qui va être perfusé au patient. Quand je parle de médicaments dérivés du sang, je ne parle pas de comprimés, je parle bien de flacons qui comprennent de la poudre ou un liquide contenant les protéines. Cette albumine, elle va permettre de retenir l'eau dans les vaisseaux et également de transporter les hormones et des médicaments. Elle est principalement utilisée dans des services de réanimation, les services de néphrologie qui prennent en charge des maladies rénales, entraînant des fuites d'albumine dans les urines, mais également les services de gastro-entérohépatologie qui s'occupent de maladies du foie, et c'est cette fois-ci le foie qui n'arrive pas à produire assez d'albumine. Le dernier grand usage de l'albumine concerne les décollements cutanés. Je vous ai mis une photo en bas à droite d'un patient qui perd sa peau. Alors, ça peut être lié à des brûlures, mais également à certaines allergies médicamenteuses. Quand la peau n'est plus étanche, il y a une fuite de plasma et il faut remplacer ce qui est perdu en hydratant le patient par des perfusions, mais en lui apportant également des flacons d'albumine. Donc, voilà pour l'albumine. On va maintenant parler des facteurs de coagulation, qui sont une autre famille de médicaments dérivés du plasma. Ces facteurs de coagulation, ils permettent de stopper un saignement de concert avec les plaquettes et les globules rouges. Il est possible aujourd'hui de fractionner, de séparer la plus grande majorité des protéines de la coagulation. Donc, on va apporter la fraction de protéines de coagulation qui manque chez le patient. Les chefs de file historiques de cette famille de médicaments dérivés du plasma, ce sont les facteurs anti-hémophilie. Mais aujourd'hui, il y a par exemple aussi un usage chez les patients qui font un surdosage en médicaments anticoagulants. Vous avez sûrement dans vos familles des personnes un peu plus âgées qui sont sous Préviscan, sous Syntron ou sous Coumadine. Ce sont des médicaments anticoagulants qui sont difficiles à ajuster en termes de dosage. Certaines personnes âgées sont victimes de surdosage et on va alors leur apporter les facteurs de coagulation qui permettent de réverser, d'être un antidote de ce surdosage. Aujourd'hui, ces besoins sont quasiment stables. On peut également parler d'une autre famille de médicaments dérivés du sang que sont les sérums anti-infectieux, notamment le sérum contre le tétanos ou contre l'hépatite B ou contre la rage. Si je prends l'exemple du sérum antitétanique fabriqué par le LFB, il s'appelle Gamma Tétanos, vous le voyez en photo. Quand un patient se blesse, arrive aux urgences suite à une blessure sur un clou rouillé, du fil de fer ou également une épine de rosier, eh bien, s'il n'est pas à jour de sa vaccination antitétanique, on va le revacciner, bien entendu, mais également lui apporter des immunoglobulines antitétaniques pour éviter qu'il fasse du tétanos. Et ce produit est directement extrait du plasma de donneurs sains qui, eux, sont récemment vaccinés contre le tétanos.
Et enfin, j'arrive à la dernière famille de médicaments dérivés du sang, qui sont un peu le nerf de la guerre dans notre propos aujourd'hui, que sont les immunoglobulines. Les immunoglobulines, on les appelle encore des anticorps, et elles sont produites par une famille très particulière de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes B. Alors, je vous ai mis une petite photo d'un dessin animé que vous connaissez peut-être, Il était une fois la vie. Dans ce dessin animé, les lymphocytes B étaient représentés par des petites soucoupes qui circulaient dans les vaisseaux. Et leur travail, c'est de détecter la présence d'un virus ou d'une bactérie étranger. Ils vont alors proliférer, se multiplier et produire des immunoglobulines, alors qui étaient représentées dans le dessin animé par ces petits insectes volants, qui viennent recouvrir l'intrus, recouvrir la bactérie et le virus, et faciliter ainsi leur élimination par une autre famille de globules blancs qui s'appelle les macrophages, qui vont venir enrober la bactérie recouverte d'immunoglobulines et la manger et l'éliminer. Donc c'est en fait, l'immunoglobuline est un support de l'élimination des bactéries et des virus. Et aujourd'hui, ces immunoglobulines, elles ont principalement deux usages dans les hôpitaux. On va passer à la diapositive suivante. Le premier usage principal concerne les maladies auto-immunes, ces maladies où le système immunitaire du patient attaque son propre environnement. Alors ça peut être le système nerveux, ça peut être des articulations, ça peut être le tube digestif, la thyroïde, le rein. Il y a toute une panoplie de maladies auto-immunes qu'il est nécessaire de calmer en termes d'ambiance immunitaire en apportant des immunoglobulines normales qui proviennent de donneurs sains. Ça permet en quelque sorte de noyer le poisson et de rétablir une ambiance immunitaire qui est plus proche de la normale. Ça, c'est la première grosse indication des immunoglobulines. La deuxième est en croissance continue et concerne la prise en charge des patients atteints de cancer ou de déficit immunitaire d'origine génétique. Aujourd'hui, la population vieillit. Il y a de plus en plus de patients qui sont traités pour des cancers, de plus en plus prolongés aussi, puisque les chimiothérapies font des progrès. Donc la durée de traitement sous chimiothérapie s'allonge et les patients deviennent plus difficilement capables de produire assez d'immunoglobulines pour se défendre contre des infections. Ils font des infections répétées, des infections graves, et l'apport d'immunoglobulines leur permet de limiter les risques infectieux. Que ce soit pour des maladies auto-immunes ou pour des déficits immunitaires, la prise en charge par immunoglobulines ne peut se comprendre que si elle est répétée, c'est-à-dire qu'on va devoir très régulièrement administrer des immunoglobulines pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années, parfois toute une vie. Et ceci entraîne des ruptures régulières d'approvisionnement, à tel point que la Haute Autorité de Santé a dû publier des recommandations pour les pharmaciens des hôpitaux pour les aider à prioriser quels patients peuvent avoir accès à ce traitement s'il y a des pénuries qui se prolongent. Alors j'en viens maintenant à l'évolution des besoins en immunoglobulines. Vous voyez ici cette courbe verte qui évalue le besoin mondial en nombre de tonnes, des tonnes d'immunoglobulines. Donc on est très très loin du petit flacon que je vous ai montré tout à l'heure. On va certainement dépasser un besoin de 100 tonnes d'immunoglobulines au niveau mondial vers 2030. Et vous voyez que cette courbe est parfaitement parallèle au petit bâtonnet qui représente le nombre de mètres cubes de plasma qu'il faut fractionner au niveau mondial. Et on se rend compte que les courbes sont parallèles, ça s'explique tout à fait, c'est le besoin en immunoglobulines qui tracte vers le haut les besoins de plasma à fractionner. Alors, où sont les besoins? Sur la carte de gauche, vous avez les besoins en plasma, en médicaments dérivés du plasma par continent. Vous voyez que le premier besoin provient d'Amérique du Nord, le second en Europe, le troisième dans la zone Asie et Pacifique. Les colonnes rouges représentent les besoins en 2018 et les colonnes vertes, les besoins anticipés en 2026. Donc l'Europe est le deuxième consommateur de médicaments dérivés du sang. Sur la carte de droite, vous avez les zones de prélèvement du plasma destinées au fractionnement. Donc ça, c'est des données 2017, mais elles n'ont pas tellement changé. Vous voyez que l'immense majorité des prélèvements a lieu aux États-Unis. Plus de 85% du plasma pour fractionnement est prélevé aux USA. Et on sait
que le don aux USA ne suit pas le même modèle que le nôtre. Les dons aux USA peuvent être rémunérés. Alors, nous avons donc des enjeux autour du prélèvement du plasma. Le premier, c'est d'arriver à suivre les besoins. Les patients ont des besoins, ces besoins sont croissants. Nous avons donc besoin de répondre à leur maladie et produire assez de médicaments dérivés du sang pour une bonne prise en charge de tous ces patients. Pour y arriver de façon plus sereine et plus sécuritaire, il faut absolument renforcer l'autosuffisance en médicaments dérivés du sang. Elle est notoirement insuffisante en France, elle l'est également en Europe. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, les établissements de santé importent 55% de leurs besoins en médicaments dérivés du sang. Ça veut dire que le LFB n'arrive pas à produire assez pour le marché français. Nous importons jusqu'à 65% de nos immunoglobulines et la majorité des importations proviennent des États-Unis. Si nous voulions être autosuffisants sur le plan sanitaire pour les médicaments dérivés du plasma, nous devrions prélever 2 900 000 litres de plasma par an. Nous allons finir l'année à moins de 800 000 litres en France. Et pour ce faire, pour atteindre cette cible qui serait celle de la sécurité sanitaire, parce qu'on sait très bien depuis la crise Covid qu'un pays peut du jour au lendemain bloquer ses exportations, le seul levier aujourd'hui pour arriver à cette indépendance, c'est celui de la plasmaphérèse. Il n'est pas question d'ici 2 ou 3 ans de tripler les dons du sang parce qu'il n'y a pas besoin de 3 fois plus de globules rouges, de 3 fois plus de plaquettes. On a besoin de tripler le don de plasma uniquement et ça va passer par l'augmentation de la plasmaphérèse, donc du don de plasma. Le tout avec un enjeu éthique qui est celui de continuer à préserver ce modèle français du bénévolat des donneurs, car nous savons que le bénévolat, c'est la clé de la sécurité à la fois du donneur et du receveur. Un donneur qui peut être rémunéré pour son don peut être tenté, lors de l'entretien avant le don, de prendre des risques pour sa propre santé ou pour celle du receveur. Je vous remercie de votre attention et puis je vais maintenant passer la parole au professeur Catherine Paillard, qui est chef de service du service d'oncohématologie pédiatrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui va nous parler de son expérience en tant que prescripteur de ces fameux médicaments. Madame Paillard, à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Vous êtes, je pense, une majorité de donneurs de sang là, qui sont branchés à ce webinaire. Donc déjà, merci pour votre engagement. Juste un petit focus sur effectivement l'hémato-oncologie pédiatrique. Je suis, oui, responsable là du service à Strasbourg, où on prend en charge les enfants, adolescents, jeunes adultes qui ont une pathologie cancéreuse ou une pathologie hématologique. Et non, on est effectivement des prescripteurs de tous les médicaments dont on vient vous parler. On vient de vous parler. Je vais peut-être faire un focus sur les immunoglobulines. Les immunoglobulines sont des prescriptions pour nous fréquentes et notamment dans 2 types d'indications chez l'enfant. Que sont donc les déficits immunitaires. Et les déficits immunitaires, ils peuvent être soit primitifs, et il y a des maladies génétiques du système immunitaire qui font qu'un enfant peut ne pas fabriquer correctement des anticorps et donc être à risque d'avoir des infections. Et ces enfants, il faut qu'on leur passe des immunoglobulines, et ceci de façon mensuelle et toute leur vie finalement, donc avec des besoins importants en immunoglobulines, ce qui leur permet d'être à l'abri au mieux d'infections, et d'infections souvent sévères pour eux qui n'ont pas donc les moyens de se défendre. La deuxième indication sont les déficits immunitaires que l'on dit secondaires, c'est-à-dire qu'on fait des traitements potentiellement lourds de chimiothérapie, on réalise des greffes, notamment des allogreffes dans certaines maladies, certaines leucémies qui nécessitent ce traitement. Et donc, on fait un traitement très lourd qui met à plat le système immunitaire du malade, le temps que la moelle que l'on greffe se reconstitue, refabrique un système immunitaire qui soit compétent. On a besoin de soutenir l'immunité des malades le temps de cette reconstitution. Et donc, pour éviter également, dans ces cas, des infections, on fait ce qu'on appelle des prophylaxies, essayer d'éviter les infections, que ce soit des infections bactériennes, des infections virales,
on donne également de façon mensuelle, en perfusion, des immunoglobulines. Autant pour le premier cas que je vous ai cité, les déficits primitifs, les maladies génétiques, ça a été reconnu comme indication prioritaire, hein, dans la hiérarchisation de ce qu'on nous demande de faire, ça a été reconnu prioritaire. Autant pour ces déficits secondaires, il faut que l'on discute un petit peu au cas par cas, et c'est vrai que c'est parfois des discussions un peu serrées avec la pharmacie de l'hôpital. Il faut qu'on argumente ces demandes, et c'est justement à la lumière de ce qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire potentiellement une difficulté d'approvisionnement, on argumente le fait de l'importance de cette supplémentation pour que les patients, notamment en période d'automne, d'hiver, où on sait que les virus circulent beaucoup, qu'il faille correctement les supplémenter. Vous avez d'ailleurs Gauthier, un des malades que l'on a traités dans le service, qui témoignera après moi. Je pense que ça, c'est important. C'est effectivement le fait que pour ce type de déficit immunitaire, ce sont les perfusions d'immunoglobulines qui permettent au mieux d'éviter un maximum d'infections, donc c'est important. Et puis après, il y a des indications nouvelles qui expliquent sûrement la courbe qu'on vous a montrée là d'augmentation du volume, hein, de prescription. Il y a notamment en hématologie ce qu'on appelle des CAR-T-cells. C'est des nouveaux médicaments que l'on fait dans des formes qui sont très résistantes de maladies. Ces CAR-T-cells, c'est des cellules qui vont attaquer ce qu'on vous a montré, les lymphocytes là, qui fabriquent les anticorps. Ils sont source au départ de la maladie, et donc on va spécifiquement les attaquer. Donc les lymphocytes vont baisser, on va avoir une lymphopénie dans le sang du malade, et ça de façon prolongée. Ça veut dire que le CAR, il fonctionne bien, et donc il va falloir supplémenter également de façon mensuelle. C'est des nouvelles thérapeutiques que l'on fait, qui sont très efficaces dans des formes réfractaires que l'on ne savait pas traiter avant, mais qui ont du coup un certain nombre d'inconvénients, par exemple d'être obligés de supplémenter les malades en immunoglobulines, et ceci aussi potentiellement à vie. Donc, on a des indications qui se sont élargies, et donc un besoin qui augmente indiscutablement. On est conscient, nous, en tant que prescripteurs, qu'il faut les prescrire à bon escient. Je pense que c'est très clair pour moi, pour l'ensemble de mes collègues, mais il y a des malades qui doivent en bénéficier, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des dons réguliers en plasma pour qu'on puisse faire appel au mieux dans un modèle, je dirais, de production française, qu'on ne soit pas amené à faire appel à des dons étrangers. Donc on a besoin de ce type de dons. Après, il y a des maladies plus rares, on appelle ça des purpura thrombopéniques, des maladies neurologiques. Dans ces cas-là, on réserve aussi aux formes sévères ces perfusions d'immunoglobulines. On sait l'importance de ces produits. Je dirais, quelles que soient les indications dont je viens de vous parler, on sait qu'il y a des tensions d'approvisionnement, il y a des mises à jour effectivement régulières de situations de ces médicaments dérivés du sang. Il y a eu la crise Covid qui est passée par là, on a eu ces difficultés. Donc, on est conscient des indications très précises, mais je pense que il faut qu'on essaye de favoriser, pour essayer de suivre ces besoins qui sont croissants, qu'on essaie de favoriser effectivement le don. Alors, je suis bien entendu disponible parce que je pourrais vous parler très longtemps. Pour des questions dans le chat, n'hésitez pas, et je vais passer la parole à quelqu'un que je connais bien pour le suivre régulièrement. Donc, Gauthier, je te passe la parole pour la partie patient. À toi. Alors, bonsoir à tous, merci au professeur Paillard, merci à l'EFS pour l'invitation, pour la sollicitation. Du coup, je vais revenir juste brièvement sur mon parcours. Donc, je suis actuellement en rémission d'une leucémie lymphoblastique aiguë, une LALT, pour laquelle j'ai bénéficié du coup d'un traitement chimiothérapique qui n'a pas porté ses fruits malheureusement. Ma leucémie a été détectée en janvier 2017. Et on a du coup entamé la chimiothérapie jusqu'au mois de juin.
qui n'a du coup pas fonctionné. Et donc derrière, j'ai pu bénéficier d'une allogreffe, heureusement assez rapidement en plus, donc dès le mois d'août, où du coup j'ai été placé en chambre stérile. Après quoi, je suis sorti, alors un petit peu trop tôt peut-être, ce qui fait que du coup j'ai attrapé rapidement un virus, dont je n'ai pas le nom en tête, peut-être que le professeur Paillard s'en souviendra, mais en tout cas le médicament qu'on m'a donné pour traiter ce virus a retardé encore plus du coup la régénération de ma moelle osseuse et donc de mes anticorps, ce qui fait que j'ai besoin régulièrement de perfusion d'immunoglobulines, étant donné que depuis mon allogreffe, je ne parviens pas à fabriquer moi-même mes anticorps, y compris par exemple au niveau du Covid, pour lequel on a essayé de me vacciner et le vaccin n'a pas fonctionné. Donc ce sont des anticorps Covid également qu'on m'a perfusé. Et donc, voilà, en gros, ma seule défense, enfin, la seule façon de me protéger face au virus et aux bactéries, surtout, comme le disait le professeur Paillard, en cette période hivernale, à l'automne, mais également au printemps, comme je suis allergique au pollen de graminées, régulièrement, voilà, j'ai tendance à faire des sinusites chroniques, j'ai tendance à faire de la fièvre, des petits symptômes fébriles, ce qui fait que, en fait, sans les perfusions d'immunoglobulines, j'ai aucun moyen de me défendre, et donc je peux que, insister sur, l'importance et sur le fait que je suis très reconnaissant envers, tous les donneurs, de plasma, sans qui je ne serais, probablement pas là pour, témoigner, aujourd'hui donc merci beaucoup. Voilà. Oui. Merci Gauthier pour votre témoignage. Et maintenant, je propose à Marie-Cécile de prendre la parole. Merci Sandra. Bonsoir à tous les donneurs, chers collègues, rebonsoir. Mon histoire avec les médicaments dérivés du sang, elle a commencé quand j'étais enfant. C'était pas un déficit génétique ni acquis, mais une immunité capricieuse. Donc tout le temps malade, beaucoup malade, et déjà des immunoglobulines dans mon enfance. Un petit peu. Et puis après, ça a continué les besoins, entre guillemets, au moment où moi-même je suis devenue maman, avec donc une immunité encore un peu déficiente, avec des plaquettes qui ne voulaient pas tenir le coup. Et pour que tout se passe bien, pour que j'ai mes enfants en toute sécurité, j'ai reçu aussi, non pas des plaquettes, mais des immunoglobulines pour stimuler mon système immunitaire, pour que j'ai assez de plaquettes pour avoir une péridurale en bonne et due forme et faire de beaux bébés sans aucun problème. La troisième histoire avec les immunoglobulines, et c'est celle surtout qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est grâce à ça que je peux me lever, aller travailler tous les jours à l'EFS, faire mes entretiens médicaux avec les donneurs pour qu'ils puissent aller eux aussi donner leur plasma. Et donc c'est pour un rhumatisme psoriasique, donc une maladie rhumatismale comme il en existe beaucoup, mais spécialement après du psoriasis cutané. Peut-être vous savez ce que c'est. Ce sont des petites plaques qu'on a sur la peau comme un eczéma, des petits ronds d'eczéma. Et un jour, développement de douleurs dans les articulations, à tel point qu'on se réveille un matin, on ne peut plus écrire correctement, on ne peut plus marcher correctement, on boitille. Alors à l'époque, j'avais 32 ans, donc boiter à 32 ans sans choc, c'était compliqué avec un petit bébé, effectivement, et puis un travail comme tout le monde. Et donc petit à petit, le diagnostic tombe et on essaye des traitements. Et donc après quelques mois de tâtonnement, comme souvent il faut pour trouver le traitement adapté, on en est arrivé donc à des injections d'immunoglobulines, des dérivés. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des traitements très pointus. J'avoue que moi-même, voilà, c'est pas ma spécialité, donc c'est ma rhumato qui gère tout ça pour moi et je lui fais totalement confiance. Et donc, c'est grâce à ces immunoglobulines qui sont extraites. Alors, elles sont choisies en fonction des auto-anticorps, donc des anticorps qui m'attaquent moi, si je peux dire, pour parler simplement. Et grâce à ces petites injections que je me fais moi-même, c'est
des traitements très, très bien pensés, très, très simples. Et grâce à ça, les douleurs ne sont plus là, ne sont plus au premier plan, en tout cas dans ma vie. Et c'est vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment merveilleux. Merci la science, bien sûr, mais surtout merci à tous les donneurs de plasma, à ceux de France et d'ailleurs, bien sûr, vu que, comme Catherine nous l'a très bien expliqué, c'est de partout que vient le plasma pour l'instant, et avec des traitements toujours plus innovants, toujours plus intelligents. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et je continue de promouvoir ce don auprès de mes donneurs, parfois en leur parlant de mon expérience personnelle ou pas, ou tout simplement parce que j'y crois tellement que j'espère que je donne envie d'y aller, quoi. Voilà pour moi. Merci de votre attention. Un grand merci Marie-Cécile, un grand merci Gauthier. Et sans plus tarder, nous passons donc à comment se déroule un don de plasma. A priori, il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur la fréquence, combien est prélevé, etc., etc. Donc Christophe, je te laisse la main et je pense que tu as les réponses à l'ensemble de ces questions. Merci Sandra, bonsoir à tous les participants, vous êtes plus de 260, on se satisfait de ça, on est vraiment heureux de pouvoir échanger avec vous. Donc en effet, nous avons pu voir les témoignages de prescripteurs, de patients. Vous savez que la transfusion, c'est une grande chaîne. Hein, et là, on va parler du début de chaîne, c'est-à-dire le donneur, le prélèvement, comment je peux faire pour donner du plasma, quelles sont les conditions. Alors le parcours du don, brièvement, le plasma peut être fait et doit être fait dans des maisons du don pour l'instant. Donc il y a différentes maisons du don qu'on verra tout à l'heure pour ce qui est du Grand Est. Mais vous pouvez en amont déjà de votre venue préparer votre éligibilité, comme on appelle ça dans notre jargon, c'est-à-dire savoir si vous êtes apte à donner au moment où vous prenez rendez-vous. Et ce test d'éligibilité, on le verra tout à l'heure, est accessible sur notre site internet. Sur ce même site internet, on peut aussi prendre un rendez-vous en fonction de ses disponibilités. Vous pouvez vous-même prendre rendez-vous à l'heure et au jour que vous souhaitez. Et ensuite, une fois arrivé sur place, pour votre rendez-vous et votre prélèvement de plasma, vous avez évidemment à passer par l'accueil, le remplissage d'un questionnaire médical qui vous prépare à l'entretien préalable au don, et ensuite le prélèvement et bien entendu la partie la plus agréable qui est la pause collation à respecter après le don. Il faut prévoir à peu près 1h30 de temps passé sur une maison du don quand vous venez donner du plasma, avec entre 45 et 60 minutes à consacrer réellement pour le prélèvement. On peut cliquer sur l'évaluation ou passer sur la dia suivante qui présente comment se fait l'évaluation sur notre site. Donc vous avez là notre site qui est présenté avec qui peut donner. La vidéo doit se charger. Voilà. Il y a pas mal d'informations que vous retrouvez. Vous sélectionnez le don que vous souhaitez effectuer, pour lequel vous souhaitez prendre rendez-vous. Et c'est dans cette partie-là que vous pouvez déjà tester votre éligibilité sur un certain nombre de critères qui peuvent parfois être spécifiques au plasma, qui autoriseraient au don de sang, mais pas l'inverse. Donc voilà pour l'auto-évaluation. Pour le plasma et le prélèvement proprement dit, on appelle ça de la plasmaphérèse. Ça veut dire que c'est en fait un prélèvement qui se fait de manière extracorporelle par une circulation extracorporelle, comme vous pouvez l'apercevoir sur cet appareil qui sert en fait à séparer les éléments du sang. Pendant le prélèvement, vous voyez le donneur confortablement installé avec sa phlébotomie, sa ponction veineuse qui est en place, et c'est l'appareil qui va être automatiquement en capacité
de prélever, de filtrer, de séparer. Et vous voyez dans la poche en bas à droite ce que donne le plasma, sa couleur, hein, qui est dans une couleur jaunâtre, translucide. Et c'est grâce à une filtration comme un gros tamis, hein, un petit tamis plutôt, qui va piéger les cellules et laisser passer le plasma. Et sur un cycle de retour, les cellules, les globules rouges, les plaquettes sont restituées au donneur. Ça se fait par petites séquences. On ne va pas prélever tout d'un coup, ça se fait par petites séquences qui durent chacune entre 5 et 10 minutes. C'est pour ça qu'un prélèvement en soi est plus long qu'un don de sang, parce qu'il faut le faire de manière séquencée, et c'est l'appareil qui va programmer et traiter les différents cycles de prélèvement et de retour. Au niveau de la quantité à prélever, celle-ci, pour ce qui concerne le plasma dont on parle aujourd'hui, qui est le plasma pour fractionnement, pour en extraire les médicaments dérivés du plasma, cette quantité de plasma est évaluée en fonction du poids, de la taille et du sexe. Donc nous avons des abacs au moment de la prescription qui, en fonction du donneur qu'on a en face de soi, va nous permettre de prélever le volume qui est adapté à sa morphologie, de manière à ce que le prélèvement puisse prélever le maximum qu'on peut, mais sans évidemment qu'il y ait de problèmes de tolérance chez le donneur. Donc ce volume, il est de 700 millilitres de plasma maximum contre ce qu'on obtient sur un prélèvement de sang qui est de l'ordre de 250 à 300 millilitres. Donc vous voyez qu'on prélève pratiquement 3 fois plus de plasma en faisant un don de plasma d'aphérèse que ce qu'on peut obtenir à partir d'une poche de sang. C'est 750 millilitres de plasma, c'est du plasma pur. J'ai vu dans les échanges que certains disaient qu'ils pouvaient donner 850 millilitres, c'est exact. Ça correspond à la prescription que le médecin va mettre, mais dans ces 850 millilitres, il y a également un ajout d'une solution qui permet et qui empêche surtout au plasma de coaguler. Donc c'est le poids qui est fait à la fin sur la poche finale, qui englobe bien entendu le plasma réel, le plasma des 750 millilitres, auquel sont ajoutés un volume de ce qu'on appelle anticoagulant qui empêche justement au plasma de coaguler. Donc voilà les techniques de plasmaphérèse qui se font avec ces appareils qui sont disponibles sur les maisons du don. Au niveau des conditions, je vous l'ai dit qu'il y en a certaines qui peuvent être différentes pour un don de sang, puisque pour le don de sang, pour ceux qui donnent du sang, sachez que vous pouvez donner jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Pour le plasma, c'est un peu avant. On peut donner jusqu'aux 65 ans révolus, donc jusqu'à la veille du 66e anniversaire. En revanche, et ça c'est une différence majeure avec le don de sang, c'est qu'on peut donner beaucoup plus souvent. Le don de sang, on peut donner 6 fois par 12 mois pour un homme ou 4 fois sur 12 mois pour une femme. Le plasma, quel que soit le sexe, peut être fait toutes les 2 semaines. Ça veut dire que vous pouvez donner 2 fois par mois sur les prélèvements de plasmaphérèse, à raison donc de 24 dons au total que l'on peut effectuer chaque année. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà donné du sang avant, ce n'est pas du tout indiqué. On peut d'emblée être un primo-donneur pour le plasma sans être passé par un prélèvement de sang. Au niveau du poids, il faut peser au moins 55 kg. Pour le don de sang, c'est 50 kg. C'est toujours par rapport au volume que l'on va pouvoir collecter à la fin, en fonction de la morphologie. Il faut avoir un capital veineux qui permet de supporter le prélèvement. Bien sûr, ça c'est comme pour le don de sang, mais vous avez remarqué que sur la vidéo, il y a des allers-retours. Donc il y a un retour de prélèvement qui se fait 7-8 fois par cycle, par prélèvement, et qui se fait sous une certaine pression. Donc il faut évidemment que le capital veineux puisse supporter ces allers-retours. Le don de plasma est cumulable avec le don de sang. Je vous disais qu'on pouvait donner 24 fois par an, mais si on donne, et on encourage les gens à faire un peu de tout. On peut donner du plasma, on peut donner du sang, bien entendu, mais aussi des plaquettes sur certains sites. Ceux qui font plusieurs dons de sang dons différents, on peut donner aussi 24 fois. C'est un maximum que l'on ne peut pas dépasser si on additionne les dons de sang, de plasma et de plaquettes sur une année. Ça se fait sur rendez-vous. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'on a un certain nombre de machines par maison du don. Le prélèvement dure un certain nombre de temps, 3 quarts d'heure. Donc, bien entendu que il faut qu'on puisse organiser tout ça pour que la personne qui se présente puisse passer au moment où elle arrive. Donc, ça se fait sur rendez-vous. On a vu l'ensemble du parcours qui dure environ 1h30. Alors, c'est parfois un frein. Les gens se disent, oui, ça dure longtemps. Je n'ai pas tout ça consacré dans mon agenda. Il faut prendre aussi en compte que c'est aussi un temps que le donneur peut consacrer à lui-même. Pendant 3 quarts d'heure, on est chouchouté,
paisiblement installé dans un fauteuil et on peut vaquer à des occupations qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire si on est au boulot ou si on est chez soi. Donc c'est aussi un temps que le donneur peut consacrer uniquement à lui. Et un point intéressant à connaître, on connaît le donneur universel en globule rouge, hein, c'est le O négatif, beaucoup de gens le savent. Peu sont ceux qui savent que quand on est AB, on est donneur universel en plasma, c'est-à-dire que du plasma AB, quand on s'en sert cette fois-ci à usage transfusionnel direct, le plasma AB peut être transfusé à tous les patients. Contrairement aux globules rouges AB qui peuvent être transfusés qu'à des patients AB, il est beaucoup plus intéressant et utile quand on se sait être du groupe AB de se orienter majoritairement et je dirais même exclusivement sur du prélèvement de plasma plutôt que de faire du prélèvement de globules rouges ou de sang, étant donné qu'on est là certain qu'on a 100% de ce plasma qui pourrait être utilisé, alors que les globules rouges, ça va pouvoir servir que pour 5% des malades, puisqu'il n'y a que 5% des gens en France qui sont du groupe AB. Donc là, il y a une double valeur d'être, si on se sait AB, de plutôt s'orienter vers du plasma d'aphérèse. Concrètement, puisque là, nous touchons une population du Grand Est, où est-ce qu'on peut donner son plasma? Donc, nous avons différentes maisons du don réparties sur notre région. Vous avez 3, Reims, Charleville, Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Vous trouvez tous ces détails d'horaires, de lieux, d'adresses sur le site internet qu'on avait aperçu précédemment. Vous avez aussi la possibilité de donner plusieurs fois, on l'a vu, le respect entre un don de sang, cette fois-ci un don de plasma, et aussi de 2 semaines. Retenez qu'avec un don de plasma, quel que soit le don que vous avez fait avant ou le don que vous souhaitez faire après, il faut un délai de 2 semaines. Donc ça vous permet de répartir ça aussi, par exemple, entre 2 collectes de sang. Si vous avez l'habitude de donner sur un lieu de collecte habituel, eh ben, entre 2 collectes, qui sont espacées au minimum de 8 semaines de toute façon, vous pouvez caser un don de plasma sans aucun problème en respectant ces 2 semaines d'intervalle. Donc ça, c'est l'organisation de notre site pour la prise de rendez-vous. Hein, vous pouvez le gérer en autonomie depuis chez vous, soit sur un ordinateur, soit sur une application que vous avez téléchargée sur votre smartphone. Vous êtes totalement autonome. Évidemment, ceux qui sont moins à l'aise, vous pouvez bien sûr nous appeler. Vous avez le numéro d'appel qui s'affiche ou vous pouvez prendre rendez-vous auprès d'un de nos opérateurs sur le site que vous souhaitez en Grand Est pour pouvoir venir en plasma dès que possible. Un grand merci Christophe pour ton témoignage. Merci beaucoup. On verra les questions à la fin. Pour l'instant, place à Marie-Charlotte pour son témoignage de donneuse. Bonsoir à tous, donc je suis Marie-Charlotte, je travaille également à l'EFS et je suis une toute jeune donneuse de plasma. Je fais demain mon 4e don de plasma, donc c'est tout récent. J'ai découvert le monde, moi, de la transfusion en venant travailler à l'EFS, ça fait maintenant plusieurs années. Je travaille au prélèvement, donc auprès des donneurs. Et j'ai fait un premier don de sang il n'y a pas si longtemps que ça fait 2 ans. J'ai eu ensuite une contre-indication temporaire, donc j'ai arrêté. Et j'ai pu redonner récemment, donc au sein de mon service notamment. Le plasma, donc effectivement, on arrive, on est vu principalement donc par des médecins qui autorisent le don ou parfois nous refusent pour des raisons de sécurité, soit pour nous, donneurs, soit pour les receveurs. Ensuite, le don, comme l'a dit le docteur Forny, c'est vraiment un moment où on est, je confirme, chouchouté par les équipes. C'est un moment de repos. Pour ceux qui le veulent, il y en a certains travaillent, certains se reposent, mais en tout cas, c'est vraiment un moment qui se passe très bien. J'étais pas très à l'aise sur les premières fois moi-même professionnelle de santé. Je sais que je suis assez rapidement sujette au malaise, donc j'étais pas très fière, comme on dit. Et ça s'est très bien passé. Le premier don de plasma s'est très bien passé en suivant toutes les consignes qui nous sont données, notamment bien hydrater. En fait, ça se passe
très très bien. C'est vraiment indolore, juste le moment de la piqûre, bien évidemment, où voilà, comme une prise de sang. On pique et puis après on ne sent rien. Il ne se passe rien. On est vraiment tranquille. On peut faire ce qu'on veut sans rien sentir de désagréable. Ça dure pas très longtemps. Et puis après, par la suite, le petit temps de collation, de pause qui est sympa. Moi, je suis venue au don parce que je travaille, parce que je sais ce qu'il y a derrière, parce que je sais les besoins. Et puis également, j'ai une petite fille de 2 ans qui est née avec une grosse malformation cardiaque, qui a dû être opérée 2 fois à cœur ouvert et qui a dû être transfusée plusieurs fois. Donc, qui a reçu du plasma sous sa forme transfusionnelle directe et qui a reçu également du plasma sous sa forme médicamenteuse en réanimation sous forme d'albumine, comme on l'a dit précédemment. Depuis cette expérience un petit peu du côté patient pour ma fille, je suis intimement persuadée et encore plus maintenant pour être passée un petit peu de l'autre côté de la barrière, comme on dit, de l'importance capitale de donner à la fois du sang et également du plasma, comme on l'a dit. Donc, je m'y suis mise, je m'y astreins et je trouve que c'est vraiment une expérience sympa. Et puis, ça, voilà, on se sent utile. Donc, voilà, c'est très important et je pense que tous ceux qui peuvent donner, qui ont parfois un petit peu peur du côté douleur, de faire des malaises, il faut se lancer, il faut essayer. Vraiment, ça se passe très, très bien. Donc, je voudrais remercier aussi, moi, tous les donneurs qui viennent au quotidien, qui donnent leur temps, parce qu'on sait que parfois, on manque de temps et on voit régulièrement certains donneurs qui reviennent, qui sont là tous les 15 jours, systématiquement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils viennent. Et voilà, c'est des très belles expériences de vie et je les remercie au nom de l'EFS et puis de tous les patients de donner de leur temps comme ça pour la transfusion. Merci à vous. Un grand merci, Marie-Charlotte, pour ton témoignage. Nous avons également Arnaud, un donneur également de plasma, qui a commencé, lui, il y a un peu plus de temps. Arnaud, si vous m'entendez, je vous ai vu à l'écran. Voilà, Je vous entends. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, en tant que donneur, moi, je voulais revenir sur 3 points qui me semblent importants. Ça a déjà été abordé avant. Le premier point consiste, a pour objet la question de l'anxiété qu'on peut avoir avant le don. Ça, c'est un point qui peut arriver dans les premiers temps des dons, c'est-à-dire que c'est un point qui va s'estomper au fur et à mesure que l'on donne. Ça a été le cas pour moi, puisque aujourd'hui, je commence à avoir un peu d'expérience sur ce point-là. L'anxiété qui diminue également, qui est un autre paramètre, qui est la question de vais-je faire un malaise ou pas? Parce que ça peut aussi intervenir dans les pensées qu'on peut avoir au début. Donc sur ces 2 points-là, on a quand même une atténuation au fur et à mesure qu'on donne. Ça, c'est un point de l'expérience. Autre point qui concerne la distance par rapport à la maison du don. J'ai la chance d'habiter à 10 minutes à pied de la maison du don. Ce qui veut dire également que si j'étais dans une autre configuration géographique en étant plus loin de la maison du don, il est possible que mes dons non pas s'estomperaient un peu, mais s'espaceraient un peu dans le temps. Ce confort que j'ai, qui est un peu dû au hasard, qui me met aussi proche, est un élément à prendre en compte dans ma régularité de donneur de plasma notamment. Et puis je termine par ce 3e élément qui est l'élément qui constitue l'interaction et le lien que j'ai avec toute l'équipe de la Maison du Don qui se trouve à Nancy. C'est un point aussi qui est important et qui favorise
le retour dans cet acte de donner du plasma notamment. Voilà ce que je pouvais comme ça dire en quelques mots sur mon expérience de donneur, et je reste à votre disposition et à votre écoute sur les questions que vous pourriez me poser. Merci beaucoup Arnaud pour votre témoignage. Alors en effet, il y a plusieurs questions sur le chat. Je vous propose peut-être de les passer en revue. On a une question sur les donneurs de groupe O négatif. Beaucoup se posent la question, voilà, je suis O négatif, est-ce que je dois donner du plasma ou est-ce que je dois donner du sang? Catherine, je vois que tu apparais à l'écran. Oui, la question m'a intéressée également, Sandra. J'ai vu que cette question est passée dans le chat. La réponse, c'est que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, puisque vous pouvez donner du plasma entre deux dons de sang. Évidemment, on est tout à fait désireux que vous continuiez, monsieur, à donner votre sang total jusqu'à 6 fois par an, en l'occurrence pour les hommes et 4 fois par an pour les femmes. Si vous habitez loin d'une maison du don, que vous n'avez pas de disponibilité, il est préférable de continuer en tant que donneur O négatif du sang total plus que du plasma si c'est l'un ou l'autre. Si vous avez la possibilité de faire des dons de plasma entre deux dons de sang, eh bien c'est la situation idéale. Voilà. Merci Catherine. On a aussi plusieurs questions sur l'âge limite de 65 ans pour le plasma. Certains donneurs se sentent en bonne forme. Pourquoi cet âge limite de 65 ans alors que pour le sang total, elle peut être plus élevée? Bon, elle est plus élevée. Je vais laisser peut-être Christophe répondre. Oui, alors en effet, l'âge est différent et c'est aussi en fait lié à ce qu'on avait montré sur la circulation extracorporelle, puisque on a un certain volume au final de sang qui est traité, hein, qui est autour de 2 litres, 3 litres pendant une séance. Alors, pas petite séquence, mais c'est quand même une technique qui nécessite derrière qu'il y ait une récupération possible et suffisante et tout à fait bien tolérée par le donneur. Et au niveau des âges, après 65 ans, on est un peu plus fatigué, on court moins vite que quand on avait moins de 65 ans, donc il y a une récupération qui peut se faire de manière plus lente. Et donc, pour protéger encore une fois la santé des donneurs, c'est la préoccupation majeure en tant que médecin des prélèvements. Nous sommes les médecins des donneurs avant tout, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que la personne, quand elle rentre chez nous, elle part aussi dans les mêmes conditions, elle repart de chez nous en aussi bonne forme et en aussi bonne santé. Donc, il y a certains critères de tolérance, de récupération qui sont certes arbitraires. Je peux très bien comprendre que la personne qui a dit moi j'ai 66 ans, je me sens parfaitement bien, en effet. Mais après, il y a des règles, il y a des conditions réglementaires, hein, c'est fixé par la réglementation au niveau national qui fixe cet âge pour le plasma à 66 ans. Alors, on a une question également qui est importante où je donne tous les 15 jours et j'alterne plasma et plaquettes. Pourquoi continuer ainsi, vu qu'apparemment, il faut plus de plasma que de plaquettes, Catherine? Alors, il ne faut pas plus de plasma que de plaquettes. Il faut que nous arrivions à prélever davantage de plasma, mais ça ne doit pas se faire au détriment des dons de plaquettes. Donc, il y a aujourd'hui une production de plaquettes qui est basée à peu près 30% sur du don de plaquettes sur machine d'aphérèse. Donc, le principe est exactement le même que pour l'aphérèse de plasma. Et les 70% restants, c'est des productions de concentrés plaquettaires à partir des plaquettes que nous récupérons sur les dons de sang. Donc, il ne faut pas que la collecte de plaquettes d'aphérèse se fasse au détriment du plasma. Donc, merci, monsieur, madame, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme qui a posé la question, de continuer ainsi à donner des plaquettes une fois par mois, c'est formidable. Et si vous arrivez à intercaler un don de plasma en plus, eh bien, c'est encore mieux et on vous en remercie. Ensuite, on a des questions sur la fatigue que le don peut entraîner, notamment pour les personnes qui ont 1 heure de route après. Il y a également toutes les questions sur l'activité sportive après le don de plasma. Et on a également une question sur l'hémoglobine. Est-ce que si j'ai un faible taux d'hémoglobine, je peux donner mon plasma?
Alors oui, Christophe? ça tourne autour de la tolérance aux dons. C'est sûr qu'on prend en compte au départ, quand on n'a jamais fait de don de plasma, la durée. On dit, mon Dieu, je suis 3/4 d'heure installé, on me prélève mon sang pendant 3/4 d'heure, alors que le don de sang, ça dure 5-10 minutes. Néanmoins, une fois qu'on a fait abstraction de cette durée, alors c'est vrai qu'il faut accepter d'être installé pendant 3/4 d'heure. Et il ne faut pas oublier que nous rendons, l'appareil rend les globules rouges. Et ce qui rend fatigué dans les jours qui suivent un prélèvement de sang, c'est surtout cette carence partielle, temporaire en hémoglobine et surtout en fer. Et c'est pour ça qu'il faut 8 semaines de délai entre 2 dons de sang pour laisser l'organisme la capacité de récupérer cette quantité, alors que pour le plasma, eh ben dans le plasma, comme l'avait démontré Catherine, il n'y a que du sel, des protéines et du sucre. En fait, tout ce que vous allez manger dans les jours qui suivent et immédiatement après le don. L'hydratation est importante puisque une grande partie c'est de l'eau. Et donc il est important de se reposer après. Et donc ça c'est valable pour tout type de don. On parlait de la récupération. Il y a cette pause collation de 20 minutes où la personne prend place chez nous, se restaure, se réhydrate et une fois que ces 20 minutes sont passées, qu'il a suivi les conditions d'hydratation et que la personne se sent en très bonne santé, en bonne forme, elle repart, vaquer à ses occupations, à l'exception, bien entendu, d'un effort physique intense. Et c'est pas après le don, mais que c'est valable pour le don de sang comme pour le don de plasma, qu'on va se lancer dans un marathon ou dans une course de côte à vélo. C'est évident qu'il faut aussi laisser la capacité à l'organisme de récupérer. Et un dernier point sur l'hémoglobine. Le plasma, comme on rend les globules rouges, nous autorise sous certaines conditions à prélever des donneurs, c'est plutôt des donneuses qui sont concernées par ça, qui ont un taux d'hémoglobine qui ne permettrait pas de faire des dons de sang, notamment les 12 grammes. Si on est en dessous de 12 grammes, un don de sang n'est pas possible. Mais sous certaines conditions, on peut faire un don de plasma. Donc, certaines femmes qui ont des difficultés à maintenir leur stock de fer et qui entraînent dans certains cas, notamment avec certains dons de sang, peut entraîner une baisse de leur hémoglobine, se voient dans l'impossibilité de donner pendant plusieurs mois du don de sang. Le plasma a cette capacité de pouvoir quand même continuer à donner en épargnant ce stock de fer qu'elles ont un peu limite. Alors justement, pour continuer sur le même thème, pourquoi les femmes ne peuvent donner du sang que 4 fois par an, alors qu'au don de plasma, c'est le même nombre, peu importe le sexe? Alors c'est toujours par rapport aux globules rouges. Le facteur limitant pour les femmes et les hommes, c'est les globules rouges parce que à poids égal, à taille égale, un homme a 10% de globules rouges de plus qu'une femme. Donc il est évident qu'on ne peut pas prélever autant de fois une femme sur 12 mois qu'un homme parce que ça entraînerait encore une fois une baisse de son taux de fer et par voie de conséquence de son hémoglobine. Donc c'est physiologique. Une femme a 10% d'hémoglobine en moins qu'un homme. Alors que le plasma, là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est récupéré par l'alimentation, par la digestion, les sels, les protéines, l'eau, donc il n'y a pas de distinction par sexe. Merci Christophe. On a une question, ou plutôt une inquiétude par rapport au procédé, donc à la phérèse. Est-ce que la phérèse est sûre? Est-ce qu'elle ne peut pas être source d'infection, le fait qu'un autre produit est injecté? Alors déjà au niveau sécurité, il est évident, je vous l'avais dit, que notre préoccupation, c'est la santé des donneurs d'abord. Avant de se dire on va récupérer un produit pour soigner des malades, la priorité, c'est la santé de nos donneurs. Et pour ce faire, le matériel qu'on va utiliser, mais c'est propre au prélèvement de sang total, mais aussi d'aphérèse, ce sont ce qu'on appelle des dispositifs médicaux à usage unique. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a déballé, il ne servira qu'à prélever le donneur pour lequel on l'a installé. Et après, tout est éliminé. Il y a beaucoup, ceux qui donnent en plasma s'en rendent compte, il y a beaucoup de déchets dans ce dispositif parce qu'à la fin, on ne garde que la poche.
Et tout le reste que vous avez aperçu sur l'appareil, ce ne sont que de la connectique, des matières plastiques qui permettent de séparer, de prélever, de rendre. Et tout ça, c'est un usage unique. Donc, il n'y a aucun risque, bien sûr, pour le donneur de contracter quoi que ce soit, notamment des infections, par ce prélèvement. Et ensuite, au niveau sécurité, on a aussi sur l'appareil un grand nombre de sécurité pour éviter de réinjecter des produits qu'on ne devrait pas réinjecter, de réinjecter de l'air. On peut imaginer toutes ces situations qui pourraient se faire parce qu'il y a des allers-retours. Il y a des capteurs, il y a des détecteurs qui empêchent et qui rendent le prélèvement le plus sûr possible de fait qu'il y a ces séquences de prélèvement et de retour. Je préciserai en complément pour l'inquiétude de la personne qui a posé la question que le sang ne circule pas dans la machine. La machine est là pour faire mouvoir le circuit, mais le donneur est relié à son circuit qui est stérile, qui est stérilisé en usine, avec des contrôles qui sont ceux de la qualité des productions de dispositifs médicaux. Mais le sang ne circule à aucun moment dans la machine grise qui était derrière dans la vidéo. Oui, ce n'est pas en contact avec la machine, évidemment. C'est pas en contact, exactement. Alors, on a encore plusieurs questions, notamment une question qui revient sur la sclérose en plaques. Est-ce que la sclérose en plaques fait partie des maladies qui bénéficient des traitements liés au don de plasma? Alors, certains patients, oui. C'est une maladie qui est effectivement une maladie auto-immune. La sclérose en plaques est une maladie qui a heureusement bénéficié de l'apport ces dernières années de nouveaux médicaments qui modulent le système immunitaire. Certains patients reçoivent des immunoglobulines pour moduler, pour limiter les symptômes de la sclérose en plaques, et d'autres reçoivent des immunoglobulines pour compenser les effets secondaires des traitements de la sclérose en plaques qui les fragilisent sur le plan infectieux. Donc oui, certains patients qui ont une sclérose en plaques reçoivent des immunoglobulines. Absolument. Merci Catherine. On a une question sur les machines d'aphérèse Immunetix. Que sont devenues ces machines? Alors, elles ont été remplacées par d'autres appareils il y a quelques années et elles ont été remisées en stock. Donc, elles ne sont pas utilisées à ce jour en France puisqu'on utilise maintenant un autre appareil qu'on appelle Aurora. Merci Christophe. On a également une question sur le LFB. Est-ce que le LFB traite le plasma issu des dons ou certaines industries privées importent-elles du plasma ou en achètent au LFB? Alors, le plasma prélevé en France ne peut être fractionné que par le LFB, donc sur le territoire français. Il n'y a pas d'autre industriel du fractionnement du plasma qui est implanté en France ou qui aurait le droit de s'implanter. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Ensuite, il faut quand même savoir, et c'est nécessaire parce qu'il y a des besoins qui excèdent la production du LFB, il y a des établissements de santé français qui importent des médicaments dérivés du sang qui ont été fractionnés à l'étranger par des industriels privés à partir de dons qui ont eu lieu à l'étranger. Voilà. Donc, le plasma prélevé en France ne peut être fractionné qu'en France et par un établissement public qui est le LFB. Et les médicaments dérivés du plasma produits par le LFB à partir de plasma prélevé en France sont priorisés dans les approvisionnements des établissements de santé français. Donc, les lots qui sont écoulés en France proviennent de plasma prélevé en France. Merci beaucoup Catherine. On a également des questions sur le capital veineux. Beaucoup de personnes se demandent comment savoir si nos veines peuvent le supporter. Alors oui, le capital veineux, c'est en effet la taille de vos veines, notamment au pli du coude, puisque nous ne prélevons que au pli du coude. Alors
un indicateur, c'est que si vous allez dans un laboratoire pour faire une analyse, une prise de sang, et que le préleveur ou la préleveuse rencontre déjà des difficultés pour trouver une veine capable de prélever quelques tubes, vous pouvez comprendre qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas les veines suffisamment calibrées pour supporter un prélèvement de plasma avec les niveaux de pression que je vous expliquais. Et si vous avez un doute, eh ben, il suffit, si vous êtes donneur de sang, par exemple, c'est d'en parler à nos équipes, les infirmiers et les médecins qui sont sur nos collectes, sur nos maisons du don, et vous leur montrez vos bras, vous leur montrez votre pli du coude, et elles et ils sauront vous dire si c'est adapté à un don de plasma. Et si vous n'avez jamais rien donné, vous vous présentez dans une maison du don, et là aussi, eh ben, avant de vous installer sur un fauteuil, on vérifiera votre capital veineux et on saura s'il est adapté à un don de sang ou à un don de plasma. Merci Christophe. Encore une question sur pourquoi ne peut-on pas donner son plasma en collecte mobile? Christophe? Alors, il y a deux raisons à ça. Il y a une première qui est d'ordre technique, puisque les machines d'aphérèse dont je vous évoquais le nom, les Aurora, ne sont pas transportables en l'état. C'est-à-dire que si on les déplace d'un lieu à un autre, on est obligé de faire intervenir un technicien pour les recalibrer. Donc, on ne peut pas envisager les appareils actuels de les emporter en collecte mobile. Donc, pour l'instant, les seuls lieux où l'on peut réaliser des prélèvements de plasma sont les maisons du don qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'est pas impossible que dans un avenir plus ou moins proche, nous ayons des capacités, des appareils, des moyens de pouvoir faire de la collecte de plasma, comme ça s'est fait il y a quelques années, il y a bien longtemps, où ça nous arrivait, il y a 20-30 ans, de faire des collectes de plasma. À ce jour, ça n'est pas le cas, mais vous avez compris qu'avec les besoins qui augmentent d'année en année, on ne se ferme aucune possibilité et aucune opportunité, mais il faut bien sûr que ça soit en adéquation avec l'investissement que l'on va sortir des machines, du personnel, des médecins, des infirmiers. Pour l'instant, nous avons nos maisons du don. Nous n'avons pas vu sur les rendez-vous, mais si je vous avais montré le niveau de rendez-vous de demain, par exemple, sur différentes maisons du don, vous constateriez qu'il y a à peu près 50% des créneaux qui sont vides. Donc, il faudrait déjà commencer par arriver à remplir nos créneaux de rendez-vous sur nos maisons du don, et après, on pourra envisager peut-être à ce moment-là de se délocaliser sur des collectes mobiles. Alors peut-être une dernière question sur les restrictions géographiques lors du don de sang total. Sont-elles les mêmes pour le don de plasma? Exemple, les risques de dengue, de paludisme. Alors non, justement, ça fait partie aussi des conditions qui permettent de prélever du plasma, notamment ceux qui voyagent beaucoup, qui ne peuvent jamais donner du sang parce qu'ils ont été dans une zone qui est concernée par du paludisme, et à chaque fois, il faut attendre 4 mois, ou même parfois par des zoonoses. On évoquait le Zika, le chikungunya ou d'autres, où il faut attendre 1 mois pour donner son sang. Dans certaines conditions, on peut faire son don de plasma dès son retour. Donc, ça permet à ces personnes-là de ne pas sortir des circuits de prélèvement et de dons, pas parce qu'ils ne veulent plus, mais parce qu'ils ne peuvent plus à cause de leur voyage répété. Et bien ceux-là, je les invite à ce moment-là, se présenter ou à prendre rendez-vous pour un don de plasma, parce que si on revient par exemple d'un voyage au Kenya la semaine dernière, vous ne pouvez pas donner de sang pendant 4 mois, mais vous pouvez d'emblée donner du plasma. Merci Christophe. Et la dernière question, est-ce qu'une stratégie est-elle prévue pour augmenter les dons, plus les lieux de dons fixes, là on en a parlé en amont, car c'est très compliqué quand on travaille et qu'on habite loin d'une maison du don. On te laisse la parole, Sandra. Ah bah oui. Je vais mettre ma caméra. Alors, oui, tout à fait. Vous le voyez, ce webinaire fait partie également d'une stratégie à mieux faire connaître le plasma. L'Établissement français du sang et l'Établissement français du sang Grand Est se lancent depuis quelques mois dans des campagnes de communication pour promouvoir le don de plasma à une échelle un peu plus importante que celle qui était jusqu'à présent de parler du don de plasma à nos donneurs de
sang. Donc oui, on va en parler un peu plus pour voilà, augmenter les dons, faire connaître le don de plasma par ce type d'événement. Mais il y a également des campagnes de publicité grand public qui sont parues à la rentrée et qui vont encore se renouveler en 2024. Donc voilà. Et oui, on le sait, c'est compliqué lorsqu'on habite loin d'une maison du don, mais comme l'a dit Christophe, bon, actuellement, nous ne pouvons pas, mais évidemment, ces choses sont à l'étude, et notamment agrandir les créneaux d'ouverture des maisons du don, etc., etc. Toutes ces questions sont en discussion actuellement. Voilà. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Je vais donner la parole donc à notre directeur, Daniel Kins, pour conclure ce premier webinaire Plasma. Voilà. Merci Sandra, et effectivement un grand merci à toutes et à tous. Tout d'abord les intervenants pour la richesse, la précision des exposés. Je crois que j'ai ressenti pour le moins de l'intérêt, voire presque de la passion, quand j'entends et quand je lis le fil de questions qui n'arrête pas de défiler. Et je dirais rien que pour ça, nous avons atteint au moins un des objectifs. J'en profite aussi pour remercier mes collaborateurs pour la précision et la justesse de leurs réponses. J'essayais de temps en temps de prendre la caméra et le micro, je n'y suis jamais arrivé, mais c'est très bien, ils ont été parfaits. Merci bien sûr aux témoignages des donneurs et aux témoignages des malades soignés par les dons. Le lien est créé entre donneurs et malades. Un premier lien est créé par l'intermédiaire de ce webinaire. À nous, ensemble, de le faire vivre et grandir désormais. Merci enfin à vous toutes et tous, les auditeurs, pour votre participation à un premier événement de ce type. Je suis très heureux, vraiment très heureux que nous ayons organisé ça et heureux d'en mesurer déjà le début du succès. Bien sûr, il y a encore énormément de questions qui mériteraient des réponses. Ce webinaire ne sera pas le dernier. Je vous donne rendez-vous pour d'autres événements de ce type en 2024. Et en attendant, en vous remerciant encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On reparlera de tous ces sujets lors de multiples occasions. Merci encore, bonne soirée à toutes et à tous.